30 décembre 1944. Quartier général, suprême des forces expéditionnaires, alliées Versailles. Le général Dwight D. Eisenhower était assis seul dans son bureau, une cigarette à moitié consumée, se consumant lentement dans le cendrier à ses côtés. Entre ses mains, il tenait un nouveau télégramme du maréchal Bernard Law Montgomery. Celui-ci était différent. Celui-ci était la goutte de trop. Montgomery ne se contentait plus de demander des ressources. Il exigeait désormais le contrôle total de toutes les forces terrestres américaines, comme britanniques menaçant de porter directement ses doléances devant Churchill et le comité des chefs d'état-major interalliés si Eisenhower ne cédait pas. Pendant des mois, Eisenhower avait équilibré, négocié, compromis. Mais en ce froid jour d'hiver, alors que le sang américain était encore frais dans la neige de Bastogne, quelque chose se brisa enfin chez le commandant suprême des forces américaines. Vous ne trouverez ces histoires nulle part ailleurs. Abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et laissez un commentaire ci-dessous. Qu'est-ce qui vous fascine le plus dans cet affrontement entre deux commandants si différents? Ou dites-nous simplement d'où vous nous regardez aujourd'hui. Pour comprendre pourquoi ce moment fut si décisif, il faut comprendre ce qui y a conduit. La relation entre Eisenhower et Montgomery se détériorait depuis des mois, mais le point de rupture plongeait ses racines dans une décision prise 3 semaines plus tôt, lors des jours les plus sombres de la bataille des Ardennes. Lorsque les forces allemandes percèrent les Ardennes le 16 décembre 1944, elles séparèrent la 1e et la 9e armée américaine, plongeant tout le front dans le chaos. Eisenhower prit alors une décision controversée. Il plaça temporairement ces 2 armées américaines sous le commandement de Montgomery afin de rétablir l'ordre sur l'épaule nord du saillant. D'un point de vue militaire, le raisonnement était solide. Le quartier général du 21e groupe d'armées de Montgomery était plus proche de l'action. Les communications avaient été coupées. Le quartier général de Bradley au Luxembourg était trop au sud pour exercer un contrôle efficace sur les forces situées au nord de la percée. Le lieutenant-général Omar Bradley écrira plus tard dans ses mémoires: « C'était la seule décision qui ait eu un sens tactique. À ce moment-là, même si elle me brûlait la gorge comme de l'acide. » Bradley comprenait la logique, mais il comprenait aussi ce que cela allait déclencher. Montgomery accepta ce commandement temporaire, le 20 décembre, avec ce que des observateurs décrivirent comme une satisfaction à peine dissimulée. Le major général Francis de Guingamp, chef d'état-major personnel de Montgomery, nota dans son journal: « Le maréchal rayonnait littéralement lorsque l'ordre est arrivé. Je voyais bien qu'il y voyait la validation de tout ce qu'il défendait depuis des mois. Ce que Montgomery défendait était clair, un commandement unique de toutes les forces terrestres alliées sous direction britannique, et plus précisément sous sa propre direction. » Le commandant britannique commença aussitôt à s'immiscer dans la structure de commandement américaine, avec une agressivité qui choqua même son propre état-major. En moins de 24 heures, Montgomery redéployait des unités américaines, redirigeait des colonnes de ravitaillement et donnait des ordres contredisant les plans américains existants. Le brigadier général Bill Sylvin, aide-de-camp du général Courtney Hodges de la 1re armée, nota la réaction de son chef. Le général Hodges était assis là, livide, les mains tremblantes. Il a dit: « Ce fils de... agit comme s'il venait de nous conquérir, pas de vaincre les Allemands. » Mais Montgomery ne se contentait pas de réorganiser les forces. Il construisait un récit. Dans ses communications vers Londres, dans ses conversations avec des officiers britanniques, dans ses rencontres avec les correspondants de guerre, Montgomery commença à présenter la bataille des Ardennes comme un échec américain,
que seule la compétence britannique pouvait corriger. Le major général J.F.M. Whiteley, chef adjoint de l'état-major au chef, observa cette évolution avec une inquiétude croissante. Il témoignera plus tard que Monty réécrivait l'histoire en temps réel. Il parlait comme si les Américains avaient été surpris par pure incompétence et que seule son intervention les avait sauvés du désastre. La réalité était tout autre. Oui, les Allemands avaient obtenu l'effet de surprise. Oui, les forces américaines avaient reculé, mais elles avaient aussi combattu avec un courage désespéré en des points cruciaux. À Saint-Vith, la 7e division blindée tint 6 jours face à des forces écrasantes, gagnant un temps précieux. À Bastogne, la 101e division aéroportée refusa de se rendre, malgré un encerclement total. Ce n'étaient même pas des échecs nécessitant un sauvetage britannique. C'étaient des succès américains qui inversèrent le cours de toute la bataille. Montgomery semblait aveugle à cette réalité, ou peut-être choisissait-il simplement de l'ignorer. Le 28 décembre, il tint une conférence de presse qui allait devenir tristement célèbre. S'adressant aux correspondants de guerre réunis, Montgomery déclara « La bataille a été des plus intéressantes. Je pense même qu'il s'agit peut-être de l'une des batailles les plus intéressantes et les plus délicates que j'ai jamais dirigées. » Il expliqua comment il avait pris personnellement le contrôle de la situation, comment il avait engagé toute la puissance disponible du groupe d'armées britannique, et comment cela lui avait permis d'avoir une vision d'ensemble de la situation. L'implication était sans équivoque. Montgomery avait sauvé les Américains de leurs propres erreurs. La conférence de presse provoqua une onde de choc au sein des quartiers généraux américains. Le capitaine Harry Butcher, aide-de-camp naval d'Eisenhower, nota la scène lorsque la nouvelle parvint à Versailles. « Je n'ai jamais vu le patron aussi furieux. Son visage est passé du rouge au violet. Il a dit, et je cite, « Ce salaud de moralisateur vient de s'attribuer le mérite de toute cette foutue opération. Nos garçons meurent encore dans ces bois et lui fait des courbettes comme s'il avait dirigé tout le spectacle. » Mais Eisenhower, éternel diplomate, choisit de gérer l'affaire discrètement. Il envoya à Montgomery des messages soigneusement formulés, suggérant que de telles déclarations publiques pouvaient nuire à l'unité alliée. Il travailla par l'intermédiaire de Marshall et de Churchill pour atténuer les réactions les plus vives. Il fit ce qu'il faisait toujours, il maintint l'alliance. Le major général Kenneth Strong, chef du renseignement du chef, observa et qu'accomplissait un véritable miracle de patience. N'importe quel autre commandant aurait relevé Montgomery de ses fonctions sur le champ. Mais Eisenhower comprenait que limoger un maréchal britannique pouvait briser l'alliance elle-même. Ce schéma s'était répété tout au long de la campagne. En septembre, après la libération réussie de la France, Montgomery avait exigé que toutes les ressources alliées soient concentrées sur une percée étroite vers l'Allemagne, sous son commandement. Eisenhower avait refusé, insistant sur la stratégie du front large. Montgomery avait fait appel à Churchill. Eisenhower était resté inflexible. En octobre, Montgomery avait affirmé qu'il était supérieur hiérarchiquement à Bradley et qu'il devait commander toutes les forces terrestres. Eisenhower avait esquivé, réorganisé et fait des compromis. En novembre, Montgomery avait critiqué le commandement d'Eisenhower dans une lettre privée, si insultante que de Guingamp s'était rendu personnellement à Versailles pour éviter une rupture irréparable. À chaque fois, Eisenhower avait encaissé l'insulte, géré la crise et préservé l'alliance. Mais à chaque fois, le coût pour sa patience et pour les relations interalliées devenait plus lourd. Le brigadier général Arthur Nehans, qui travaillait aux opérations du chef, écrira plus tard « Nous regardions tous Ike porter ce fardeau.
Montgomery formulait des exigences impossibles, critiquait le commandement américain, s'appropriait des mérites qu'il n'avait pas gagnés, et Ike encaissait. Nous nous demandions combien de temps il pourrait tenir. La réponse arriva le 30 décembre. Le nouveau télégramme de Montgomery n'était pas une demande de plus, ni une critique supplémentaire. C'était un ultimatum. Le maréchal écrivait que la structure de commandement actuelle était totalement impraticable. Il insistait sur le fait qu'il devait y avoir un seul commandant pour toutes les forces terrestres, et que ce commandant devait avoir l'autorité de coordonner toutes les opérations alliées de la Suisse à la mer du Nord. Il exigeait qu'Eisenhower lui accorde cette autorité, faute de quoi il n'aurait d'autre choix que de porter ses préoccupations devant Churchill et le comité des chefs d'état-major interalliés, où il se disait convaincu que l'opinion militaire britannique soutiendrait sa position. La menace était explicite. Si Eisenhower ne donnait pas à Montgomery ce qu'il voulait, Montgomery passerait au-dessus de lui et tenterait de faire modifier la structure de commandement alliée par la pression politique. C'était en substance une tentative de coup de force militaire, déguisée en désaccord professionnel. Le colonel James J. officier de liaison britannique, au chef, comprit immédiatement ce qui venait de se produire. Montgomery avait enfin dépassé les bornes. Il pensait détenir toutes les cartes. Il ne réalisa pas qu'il venait de déclarer la guerre à l'autorité de commandement d'Eisenhower. Eisenhower lut le télégramme 3 fois. Puis il se leva, se dirigea vers la fenêtre et fixa le paysage hivernal, pendant ce que des témoins décrivirent comme près de 5 minutes. Lorsqu'il se retourna vers son bureau, son visage était figé dans une expression que son état-major n'avait jamais vue. Il fit appeler son chef d'état-major, le lieutenant-général Walter Bedell Smith. Smith arriva en quelques minutes et trouva Eisenhower déjà en train de rédiger une réponse. Mais ce n'était pas une nouvelle manœuvre diplomatique, c'était quelque chose de totalement différent. Le brouillon de la réponse d'Eisenhower était d'une clarté brutale. Il écrivait que l'attitude de Montgomery était devenue intolérable et que sa dernière exigence était totalement inacceptable. Il déclarait avoir remis sa démission à Marshall et au comité des chefs d'état-major interalliés, mais avec une condition, il devait choisir entre lui et Montgomery. L'un des deux quitterait le théâtre européen. Eisenhower précisait qu'il se moquait de savoir lequel ce serait. Le message se concluait ainsi. « Je suis fatigué de devoir trouver des excuses pour un homme qui pense que sa nationalité le rend supérieur à tous les autres. » Smith lut le brouillon, leva les yeux vers Eisenhower, avec une expression proche du choc. « Vous allez vraiment envoyer ça ?» Eisenhower soutint son regard sans ciller. « J'en ai assez, Bedell. S'ils veulent que Monty dirige cette guerre, qu'ils l'aient. Mais je ne servirai plus dans ces conditions. » Smith comprit immédiatement qu'il ne s'agissait ni de bravade, ni d'une réaction émotionnelle. Eisenhower avait atteint sa limite, et il pensait chaque mot qu'il venait de prononcer. Mais Smith était un officier d'état-major brillant pour une bonne raison. Il comprenait que si la colère d'Eisenhower était pleinement justifiée, le message à transmettre devait être manié avec un soin extrême. Il convainquit Eisenhower de le laisser rédiger un message parallèle à destination de Marshall, présentant la situation de manière à ce que Washington puisse agir. Eisenhower accepta, mais insista pour que l'ultimatum de fond demeure intact. Il fallait choisir entre eux deux. Le télégramme envoyé ce soir-là à Marshall, à Washington, était professionnel et précis, mais son sens était sans équivoque. Eisenhower y exposait la demande de Montgomery, expliquait pourquoi elle était militairement infondée et politiquement impossible, puis écrivait « J'estime que cette affaire
est arrivée à un point où elle doit être tranchée au plus haut niveau. Soit Montgomery se conforme à mon autorité de commandement, soit je ne peux plus continuer à exercer efficacement mes fonctions de commandant suprême. Il demandait une décision immédiate du comité des chefs d'état-major interalliés. Parallèlement, un message soigneusement formulé fut envoyé à Montgomery lui-même. Il ne contenait ni menaces ni accusations, mais il était ferme d'une manière que les communications précédentes d'Eisenhower n'avaient jamais été. Le télégramme précisait que les dispositions actuelles de commandement étaient temporaires et seraient bientôt annulées. Il indiquait clairement qu'il n'y aurait aucun changement fondamental dans la structure de commandement et mentionnait presque incidemment qu'Eisenhower avait saisi l'autorité supérieure pour une décision finale. Montgomery, en lisant entre les lignes, comprendrait parfaitement ce qui se passait. La réaction à Washington fut immédiate et sans équivoque. Marshall reçut le télégramme d'Eisenhower tard dans la soirée du 30 décembre. Il le lut 2 fois, puis appela l'amiral Ernest King et le général Hap Arnold. En moins d'1 heure, les chefs d'état-major, interarmés, étaient réunis. Marshall exposa la situation en termes directs. Eisenhower se prépare à démissionner si Montgomery ne recule pas. Nous devons décider maintenant si nous soutenons notre commandant ou si nous laissons les Britanniques dicter notre structure de commandement. La discussion fut brève. L'amiral King déclara sans détour « Nous soutenons Ike, point final. Si les Britanniques veulent Montgomery aux commandes, ils peuvent mener leur propre foutue guerre. » Arnold acquiesça. Eisenhower supporte Montgomery depuis des mois. Si Monty ne peut pas servir sous un commandant américain, alors c'est lui qui doit partir. Marshall hocha la tête. Il rédigea immédiatement un télégramme à destination d'Eisenhower qui serait livré le lendemain matin. « Vous avez ma confiance totale. Vous êtes aux commandes. Faites en sorte que ce fait soit clair pour tous. Si quiconque remet votre autorité en question, qu'il s'adresse directement à moi. » Mais Marshall ne se contenta pas de soutenir Eisenhower. Il comprit que cette confrontation devait être réglée rapidement au niveau politique. Il appela la Maison-Blanche et demanda une rencontre immédiate avec le président Roosevelt. Dans la nuit du 30 décembre, Marshall informa Roosevelt de la crise. La réponse du président fut comme à son habitude directe. Eisenhower reste. Montgomery obéit aux ordres ou c'est terminé pour lui. Appelez Churchill et faites-le lui comprendre clairement. À Londres, le télégramme en provenance de Washington arriva au 10 Downing Street dans les premières heures du 31 décembre. Churchill le lut et comprit immédiatement l'ampleur de ce qui venait de se produire. Sa réaction consignée par son secrétaire militaire fut la suivante. « Mon Dieu, Eisenhower l'a réellement fait. Il a forcé la décision. » Churchill savait que si la Grande-Bretagne tentait maintenant de défendre la position de Montgomery, l'alliance se fracturerait. La contribution américaine à l'effort de guerre dépassait désormais largement celle de la Grande-Bretagne. Il y avait plus de divisions américaines en Europe que de divisions britanniques et canadiennes réunies. La logistique américaine soutenait l'ensemble de l'opération. Si la situation devait se transformer en choix de camp, la Grande-Bretagne y perdrait. Churchill fit ce qu'il faisait toujours. Dans de tels moments, il agit avec décision pour préserver la relation essentielle. Il fit immédiatement appeler le maréchal Sir Alan Brooke, chef de l'état-major impérial, ainsi que le maréchal Sir Bernard Paget. La réunion tôt le matin du 31 décembre fut tendue. Brooke, qui avait toujours soutenu Montgomery, soutint que le maréchal avait raison sur le plan tactique, même s'il avait fait preuve de maladresse politique. Churchill l'interrompit net. « Je me moque éperdument de savoir si l'analyse tactique de Monty est correcte. Il tente d'imposer
un changement de structure de commandement en menaçant son supérieur. C'est de l'insubordination, et si nous la défendons, nous perdrons Eisenhower et peut-être la coopération totale des Américains. Ce matin-là, Churchill rédigea son propre message à Montgomery. Il était courtois, mais son sens était sans équivoque. Le Premier ministre l'écrivit « Mon cher maréchal, j'ai suivi avec attention vos préoccupations concernant les dispositions de commandement. Toutefois, je dois vous dire que les Américains n'accepteront aucun changement de la structure actuelle, et je ne peux soutenir aucune action susceptible de nuire à l'unité alliée en ce moment critique. Le général Eisenhower a toute ma confiance, et je suis certain que vous continuerez à servir sous son commandement avec votre professionnalisme habituel. » En langage diplomatique, Churchill venait d'ordonner à Montgomery de reculer. Montgomery reçut les deux messages au matin du 31 décembre, la directive de Churchill et la menace implicite contenue dans la décision d'Eisenhower de saisir l'autorité supérieure. Son chef d'état-major de Guingamp avait déjà compris que la partie était perdue. Il écrira plus tard « J'ai dit à Monty qu'il devait reculer immédiatement, non seulement parce que Churchill le lui avait ordonné, mais parce qu'il avait fait une grave erreur de calcul. Il pensait que les Américains avaient plus besoin de lui que lui d'eux. Il se trompait. Ce qui suivit fut ce que certains historiens ont qualifié de revirement le plus rapide de la correspondance militaire moderne. Montgomery rédigea un télégramme à destination d'Eisenhower qui arriva au chef le soir du réveillon du Nouvel An. Le ton en était conciliant, presque contrit. Montgomery écrivit « Cher Ike, j'ai pris connaissance de votre message et je suis profondément affligé de savoir que vous ayez pu être inquiet à propos de la question soulevée dans mon précédent télégramme. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir chasser cette affaire de votre esprit. Je suis entièrement dévoué à votre service et je suis votre subordonné le plus loyal. Il n'a jamais été question pour moi d'entreprendre une quelconque action sans votre approbation. » Le télégramme se poursuivait, en tentant de neutraliser les implications de ces exigences précédentes. « Quelle que soit votre décision, je la soutiendrai sans réserve. Si vous estimez que les dispositions actuelles de commandement doivent rester inchangées, je l'accepterai pleinement. Si vous jugez nécessaire d'y apporter des modifications, je me conformerai entièrement à vos souhaits. » Il se concluait par une assurance presque désespérée. « Je suis sous vos ordres, et je le resterai. Cela n'a jamais été remis en question. » Mais le mal était fait. Eisenhower lut ce revirement sans la moindre satisfaction, seulement avec une forme de lassitude lucide. Le capitaine Harry Butcher nota « Le patron m'a montré la capitulation de Monty. Il n'a ni souri ni célébré quoi que ce soit. Il a simplement dit « Il réessayera. Peut-être pas demain, peut-être pas le mois prochain, mais il réessayera. C'est sa nature. » Eisenhower avait raison, mais quelque chose de fondamental avait changé. Le 1er janvier 1945, Eisenhower publia de nouvelles directives de commandement. La 1e et la 9e armées américaines devaient revenir sous le commandement de Bradley dès que la situation tactique le permettrait. Le 21e groupe d'armées de Montgomery continuerait d'opérer sur le flanc nord, mais avec des limites et des objectifs clairement définis. Surtout, Eisenhower le formula sans ambiguïté dans sa directive « Tous les commandants doivent comprendre que j'exerce l'autorité de commandement complète sur l'ensemble des forces alliées dans ce théâtre d'opération. Toute question ou préoccupation relative aux dispositions de commandement devra être transmise par les voies appropriées au chef et mes décisions dans la matière seront définitives. » Le message était limpide pour tous. L'ère des négociations avec Montgomery était terminée.
Eisenhower avait tracé une ligne, et il disposait du soutien total de Washington comme de Londres pour la faire respecter. Le brigadier général Thor Smith, qui travaillait aux opérations du Chaef, observa ce changement. C'était comme voir un interrupteur basculer. Avant, Monty envoyait des exigences et Ike trouvait des moyens de composer. Après le 30 décembre, la réponse d'Ike à toute demande de Montgomery revenait essentiellement à « obéissez » ou j'en réfère à Marshall. Et Monty savait que Marshall soutiendrait Ike à chaque fois. Les conséquences militaires immédiates furent significatives. Le 3 janvier, Montgomery proposa un plan audacieux pour une percée à travers le Rhin, dans le nord. Par le passé, Eisenhower l'aurait étudié, aurait cherché à l'intégrer. Peut-être aurait-il compromis sur les ressources. Cette fois, la réponse d'Eisenhower fut brève. « Refusé. Nous avancerons sur un front large comme prévu. Préparez vos forces en conséquence. » Lorsque Montgomery protesta, en affirmant que cette approche était stratégiquement erronée, la réponse d'Eisenhower fut encore plus courte. « Ma décision est définitive. » Le retour de la 1e et de la 9e armée sous le commandement de Bradley fut accéléré. Le 17 janvier, les 2 armées étaient de nouveau sous contrôle américain, avec 2 semaines d'avance sur le calendrier initial. Montgomery protesta, estimant que la situation tactique ne justifiait pas un changement aussi rapide. Eisenhower l'informa que la décision avait été prise et serait appliquée indépendamment de son avis. Pour la première fois dans leur relation, Montgomery n'avait plus aucun recours, mais l'impact dépassa largement les seules questions de commandement. La presse américaine, jusque-là relativement discrète sur les tensions interalliées, commença soudain à évoquer la conférence de presse de Montgomery de décembre avec une colère à peine dissimulée. Des articles parurent mettant en doute la compréhension par les commandants britanniques des sacrifices consentis par les troupes américaines. Des éditorialistes posèrent des questions directes sur la contribution réelle de Montgomery à la bataille des Ardennes. L'opinion publique américaine, qui avait largement perçu l'alliance comme un partenariat d'égal à égal, commença à en discerner les fissures. Les responsables britanniques s'empressèrent de contenir les dégâts. Churchill lui-même prononça un discours à la Chambre des communes le 18 janvier, saluant la vaillance américaine et soulignant explicitement que la bataille des Ardennes avait été une victoire américaine, remportée par des soldats américains sous commandement américain. Il déclara « Les Américains ont engagé 30 ou 40 hommes pour chaque homme engagé par nous, et ils ont perdu 60 à 80 hommes pour chaque perte que nous avons subie. » C'était un désaveu clair et public du récit de Montgomery, prononcé par le Premier ministre britannique lui-même. Montgomery fut contraint de publier sa propre déclaration, rédigée en grande partie par de Guingamp, dans laquelle il faisait l'éloge des troupes américaines et des commandants américains. C'était un retrait humiliant par rapport à sa position précédente. Le major général David Beale, l'un des officiers d'état-major de Montgomery, écrira plus tard « Monty détestait chaque mot de cette déclaration, mais il n'avait pas le choix. Il avait été battu et tout le monde le savait. » Au sein de la structure de commandement militaire, le changement fut encore plus spectaculaire. Auparavant, lorsqu'Eisenhower émettait des directives, l'état-major de Montgomery les analysait à la recherche de marges de manœuvre, tentant d'interpréter les ordres d'une manière servant les objectifs britanniques. Après le 30 décembre, cela cessa net. Les ordres émanant du Chaef furent exécutés exactement tels qu'ils étaient rédigés. Le colonel Donny, travaillant au quartier général de Montgomery, nota « Nous avions tous compris que les règles du jeu avaient changé. Remettre en question les ordres d'Ike
n'était plus une interprétation créative. C'était une insubordination mettant fin à une carrière. La relation personnelle entre Eisenhower et Montgomery ne se rétablit jamais. Ils continuèrent à travailler ensemble sur le plan professionnel. Ils assistèrent aux mêmes réunions, coordonnèrent les opérations et maintinrent l'apparence d'une coopération alliée. Mais la chaleur avait disparu. Le maréchal de l'air Arthur Tedder, adjoint d'Eisenhower, observa. Avant décembre 1944, Ike invitait Monty à dîner, essayait d'aplanir personnellement les différends. Après leur rencontre, devinrent formelles brèves et strictement professionnelles. Ike avait conclu qu'une relation amicale avec Montgomery était impossible. Les sentiments de Bradley furent moins retenus. Il écrivit à Eisenhower le 10 janvier « Je tiens à vous remercier officiellement pour votre soutien durant cette période difficile. Le comportement de Monty pendant la bataille des Ardennes fut une insulte à chaque soldat américain qui s'est battu et est mort dans ces forêts. Je vous suis reconnaissant de lui avoir enfin tenu tête. » Bradley écrira plus tard dans ses mémoires. Le 30 décembre fut le jour où Ike cessa d'essayer de satisfaire tout le monde et commença à commander comme le commandant suprême qu'il était censé être. L'impact psychologique sur Montgomery lui-même est plus difficile à évaluer. Il ne reconnut jamais publiquement la confrontation ni son recul. Dans ses mémoires publiés après la guerre, Montgomery présenta les dispositions de commandement pendant la bataille des Ardennes comme une coopération fluide et efficace, sans mentionner sa demande de commandement permanent ni l'ultimatum d'Eisenhower. Mais ceux qui lui étaient proches notèrent un changement. De Guingamp écrivit « Monty devint plus prudent après le Nouvel An. Il continuait de croire que sa vision stratégique était supérieure, mais il cessa de pousser Ike frontalement. Il avait compris qu'il existait des limites qu'il ne pouvait pas franchir. » Certains officiers britanniques célébrèrent discrètement ce qui s'était produit. Le major général Percy Hobart, bien que non directement impliqué dans la structure de commandement, écrivit à un collègue « Il était temps que quelqu'un dise à Monty qu'il n'est pas la réincarnation de Wellington. Eisenhower a fait ce qu'il fallait. Peut-être pouvons-nous maintenant mener cette guerre au lieu de nous battre entre nous. » Tous les commandants britanniques ne partageaient ni l'ego de Montgomery, ni sa certitude de la supériorité britannique. Les implications stratégiques pour les derniers mois de la guerre furent profondes. La stratégie du front large d'Eisenhower se poursuivit sans contestation, britannique majeure. Lorsque Montgomery proposa l'opération Plunder, le franchissement du Rhin, en mars 1945, il le fit dans le cadre du plan général d'Eisenhower et non comme une alternative à celui-ci. Lorsqu'Eisenhower décida de laisser les Soviétiques prendre Berlin, pendant que les forces alliées sécurisaient les territoires du sud Montgomery, protesta, mais finit par se conformer à la décision. Le schéma était désormais clair. Montgomery pouvait conseiller, mais Eisenhower commandait. Avec le recul, certains historiens militaires ont soutenu que Montgomery n'avait pas entièrement tort sur la question de la structure de commandement. Un commandant unique des forces terrestres aurait peut-être permis une meilleure coordination. La stratégie du front large diluait en effet la puissance alliée. Ce sont des débats tactiques légitimes, mais il manque l'essentiel. Le problème de Montgomery n'était pas sa réflexion stratégique, c'était son approche des relations de commandement. Le général Omar Bradley écrira plus tard « Même si Monty avait eu raison sur tout, et ce n'était pas le cas, sa manière d'agir rendait toute coopération impossible. On ne dirige pas une coalition en exigeant que tout le monde fasse les choses à sa manière ou en menaçant d'en appeler aux responsables politiques. » Cet épisode révéla aussi quelque chose d'essentiel sur le leadership d'Eisenhower.
Il avait parfois été critiqué non sans raison pour être trop politique, trop enclin au compromis, trop soucieux de satisfaire tout le monde. Le 30 décembre montra que ce portrait était incomplet. Eisenhower était prêt à faire des compromis jusqu'à un certain point, mais une fois ce point atteint, il savait agir avec une fermeté décisive. Le général Maxwell Taylor observa plus tard que la plus grande force d'Ike résidait dans sa capacité à savoir exactement où se trouvait sa ligne rouge. Il pouvait plier, s'adapter et accommoder jusqu'à ce que quelqu'un franchisse cette ligne. Puis il devint inflexible. Montgomery venait de trouver la limite. Cette confrontation démontra également la maturation du commandement militaire américain. En 1942, lorsque les forces américaines engagèrent pour la première fois le combat en Afrique du Nord, elles étaient les partenaires juniors des Britanniques, apprenant auprès d'alliés plus expérimentés. En décembre 1944, l'Amérique était devenue le partenaire principal à tous les niveaux qui comptaient, réellement plus de troupes, plus de matériel, une capacité logistique supérieure, une profondeur stratégique incomparable. L'erreur de Montgomery fut de ne pas reconnaître que ce basculement avait eu lieu. Il continua d'agir comme si la sagesse militaire britannique primait naturellement sur l'autorité de commandement américaine. Le 30 décembre fut le jour où cette illusion mourut définitivement. Pour Eisenhower, sur le plan personnel, l'épisode fut à la fois un fardeau et une libération. Le fardeau résidait dans la conscience d'avoir conduit l'Alliance au bord de la rupture. La libération venait du fait de ne plus avoir à ménager indéfiniment l'ego de Montgomery. Le colonel Chester Hansen, aide de camp de Bradley, consigna une conversation avec Eisenhower à la mi-janvier. Le patron semblait étrangement plus léger. La tension qui marquait son visage depuis des mois avait disparu. Il m'a dit « J'ai passé 6 mois à essayer de rendre Monty heureux. J'ai fini par comprendre que c'était impossible. Maintenant je commande. Et soit il obéit, soit je le relève de ses fonctions. C'est en fait beaucoup plus simple. La relation entre l'autorité de commandement et la fierté nationale est toujours complexe dans une guerre de coalition. Chaque commandant allié apporte avec lui non seulement des considérations militaires, mais aussi les pressions politiques de son gouvernement. Eisenhower comprenait cela mieux que la plupart. Mais il comprenait aussi qu'à un certain point, la nécessité militaire devait l'emporter sur la convenance politique. Un commandant suprême incapable de réellement commander ne dirige pas, il arbitre. Le 30 décembre fut le jour où Eisenhower cessa d'arbitrer et commença à commander. Montgomery continua de servir sous les ordres d'Eisenhower jusqu'à la capitulation allemande en mai 1945. Il commanda efficacement le 21e groupe d'armée lors des dernières campagnes. Il accepta la reddition allemande à Lüneburg Heath le 4 mai. Il fut promu maréchal de l'armée britannique et servit ensuite comme chef de l'état-major impérial. Sa carrière militaire fut longue et prestigieuse, mais sa relation avec les commandants américains ne se remit jamais des événements de la fin de 1944 et du début de 1945. Après la guerre, les généraux américains ayant servi en Europe furent presque unanimement critiques envers Montgomery dans leur mémoire. L'amertume persista pendant des décennies. Le jugement historique porté sur Montgomery est resté mitigé. Les historiens britanniques ont souvent défendu son talent militaire tout en reconnaissant ses défauts de caractère. Les historiens américains ont été plus sévères, le décrivant comme un égocentrique ayant sapé la coopération alliée et revendiqué des mérites qu'il n'avait pas gagnés. Les chercheurs militaires contemporains adoptent une vision plus nuancée. Montgomery était un commandant compétent, parfois brillant,
dont les défauts furent amplifiés par les exigences de la guerre de coalition et par son incapacité à fonctionner comme subordonné. Le jugement porté sur Eisenhower, en revanche, s'est nettement amélioré avec le temps. Initialement critiqué pour être trop prudent et trop politique, Eisenhower est aujourd'hui largement considéré comme le commandant idéal pour la guerre de coalition en Europe. Sa capacité à équilibrer des intérêts nationaux concurrents, tout en maintenant une direction stratégique cohérente, est désormais vue comme un modèle de leadership en coalition. Et le 30 décembre 1944 est considéré comme le moment où Eisenhower démontra que le leadership efficace d'une coalition exige parfois la volonté de risquer la coalition elle-même. Le général Matthew Ridgway, qui commandera plus tard en Corée, étudia longuement cet épisode. Il écrivit « La manière dont Eisenhower a géré Montgomery en décembre 1944 devrait être enseignée dans toutes les écoles d'état-major. Il a d'abord essayé tous les moyens diplomatiques. Il a donné à Montgomery chance après chance d'agir dans le cadre du commandement. Mais lorsque Montgomery rendit toute coopération impossible, Eisenhower agit avec décision. Voilà le leadership savoir quand négocier et quand exiger. » Cette leçon dépasse largement la Seconde Guerre mondiale. Dans chaque guerre de coalition, depuis la Corée, la guerre du Golfe, l'Afghanistan, l'Irak, la même tension est apparue entre la gestion de la coalition et l'autorité de commandement. Le commandant d'une force multinationale doit en permanence arbitrer entre les sensibilités nationales et la nécessité militaire. Mais comme Eisenhower l'a démontré, il arrive un moment où l'autorité de commandement doit être affirmée, faute de quoi elle cesse tout simplement d'exister. Un commandant incapable de dire non à un subordonné, quelle que soit la nationalité de ce dernier ou ses appuis politiques, n'est pas réellement aux commandes. Pour Montgomery, le 30 décembre marqua la fin de ses ambitions de commandement suprême. Il croyait sincèrement que son expérience et ses capacités justifiaient que toutes les forces alliées soient placées sous son autorité. Il pensait que la tradition et l'expertise militaire britannique lui conféraient un droit naturel au leadership au-delà des organigrammes officiels. Et il croyait que les Américains, encore relativement novices dans la conduite de guerres de coalition à grande échelle, finiraient par s'en remettre au jugement britannique. Sur ces 3 points, il se trompait. La réponse américaine fut sans équivoque. Le soutien du général George Marshall à Eisenhower fut absolu. L'appui du président Roosevelt fut immédiat. Les chefs d'état-major interarmés ne vacillèrent jamais. Le message adressé aux Britanniques était clair. L'Amérique respectait. Ses alliés valorisaient le partenariat et travailleraient dans le cadre de la coalition. Mais l'Amérique n'accepterait pas un rôle subalterne dans une guerre où elle fournissait la majorité des troupes, des approvisionnements et des pertes humaines. L'alliance devait être celle d'égaux, où elle n'était rien. Pour le gouvernement britannique, cet épisode fut un moment de reconnaissance douloureuse. La Grande-Bretagne n'était plus le partenaire dominant de l'Alliance occidentale, l'empire qui avait tenu seul face à Hitler en 1940 était désormais le partenaire junior de la puissance américaine. Churchill le comprenait même si certains de ses généraux ne l'acceptaient pas encore. Son action rapide pour soutenir Eisenhower et rappeler Montgomery à l'ordre montra qu'il avait parfaitement saisi l'enjeu. L'influence britannique dans le monde d'après-guerre dépendait du maintien de l'alliance américaine. Aucun poste militaire, aussi prestigieux soit-il, ne valait de mettre cette relation en péril. Les soldats des 2 camps accueillirent largement la résolution de la crise avec soulagement. Les troupes américaines avaient combattu et péri sous un commandement britannique temporaire durant la bataille des Ardennes, et elles s'étaient comportées de manière héroïque. Elles méritaient mieux,
que de voir leur sacrifice minimisé par les effets de tribune de Montgomery. Les soldats britanniques, de leur côté, étaient lassés des querelles interservices et des tensions politiques. Ils voulaient un commandement clair, des objectifs clairs et un soutien clair. L'affirmation de l'autorité d'Eisenhower apporta ces trois éléments. Au final, le 30 décembre 1944 représente un tournant non seulement dans les relations de commandement, mais dans la nature même de l'Alliance occidentale. Ce fut le jour où la position de la Grande-Bretagne comme force directrice de l'Alliance prit fin et où le leadership américain devint incontesté. Ce fut le jour où la guerre de coalition cessa d'être une expérience pour devenir une réalité établie avec des règles claires. Et ce fut le jour où Eisenhower cessa d'être un politicien en uniforme pour devenir le commandant qu'il devait être. La leçon de ce jour de décembre reste d'actualité. Le leadership en guerre de coalition ne consiste pas à rendre tout le monde heureux. Il ne s'agit pas de compromis sans fin, ni de négociations perpétuelles. Il s'agit de créer une structure où la fierté nationale peut coexister avec un commandement unifié, où les préoccupations politiques sont reconnues, mais où la nécessité militaire l'emporte, et où chaque membre de la coalition comprend que quelqu'un doit avoir le dernier mot, que cette autorité doit être respectée par tous, et que cette personne doit être prête à tout risquer, y compris la coalition elle-même, pour préserver cette autorité. Montgomery apprit cette leçon trop tard. Eisenhower la connaissait depuis le début, mais espérait ne jamais avoir à la prouver. Le 30 décembre, il la prouva, et ce faisant, il ne se contenta pas de préserver l'Alliance, il la renforça pour l'offensive finale vers l'Allemagne. Si cette histoire de leadership, de courage et du prix du commandement vous a marqué, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos analyses approfondies des moments qui ont façonné l'histoire. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui aiment l'histoire militaire ou apprécient la complexité du commandement sous pression. Et souvenez-vous, parfois, la décision la plus difficile pour un commandant n'est pas de vaincre l'ennemi, mais de tenir tête à un allié. Le véritable leadership consiste à connaître la différence entre compromis et capitulation, entre coopération et soumission. Eisenhower connaissait cette différence. Le 30 décembre 1944, il l'a prouvé, et il a changé à jamais le cours de l'Alliance.